Bonjour, je m'appelle Kazuko Sunaoka de l'Université de Waseda. Alors, je vous présente mon travail que je pratique au quotidien. Et dans notre enseignement, on utilise beaucoup les TIC et l'enseignement des langues étrangères aussi s'expose à la globalisation. Et le temps actuel nous paraît difficile, mais également ça nous donne beaucoup de chance aussi. Donc, j'organise beaucoup de cours à distance que vous voyez sur l'écran. Je vais vous expliquer un petit peu plus longuement tout à l'heure, mais j'organise des conférences internationales à distance avec la coopération de 6 universités majeures de l'Asie. Et pour mieux organiser mes cours, j'utilise des matériels des TIC, et ce qui améliore l'organisation des cours de petits groupes. Et ça améliore beaucoup la compréhension des textes qui sont parfois difficiles pour les apprenants japonais. Et puis nous utilisons des logiciels et nous faisons des compositions web aussi. Donc les étudiants utilisent des programmes qui se font à distance également. Et l'année dernière aussi, en convoquant les étudiants, avec la participation des étudiants de 6 universités asiatiques, nous avons eu des réunions à distance. Donc, je vous présente le travail que j'ai fait pendant l'année dernière. Alors, cela fait 10 ans que j'organise des cours à distance et des cours appuyés sur les TIC. Et dans les années 90, avec la croissance économique de la Chine, un besoin pressant a surgi de m'organiser devant la croissance rapide du nombre des étudiants inscrits en chinois. Dans le monde, il y a 30 millions d'apprenants de chinois. Et la Chine, avec son réseau de l'Institut de Confucius, elle se donne beaucoup de mal pour la propagation de leur langue. Donc, voilà, les enseignants doivent s'organiser devant ce phénomène. Par ailleurs, la Chine se donne un objectif d'État et qui vise à propager le chinois dans le monde entier. Donc, le gouvernement, les autorités chinoises restent toujours de l'optique d'une grande nation. Et les enseignants chinois, cela les a rendus optimistes. Ils donnaient la priorité à un objectif plutôt quantitatif que qualitatif. Donc, la situation qui change sur le continent influence l'environnement dans lequel nous enseignons le chinois. Et la Chine également, elle s'expose au plurilinguisme et à la globalisation. Et je pense que c'est l'appréhension d'une crise qui nous réunit aujourd'hui. Mais je trouve que la situation peut être positive pour nous, pour mieux utiliser notre savoir-faire, nos expériences cumulées dans notre métier, c'est-à-dire l'enseignement des langues étrangères. Donc, avec le progrès de la TIC,
Nous n'utilisons plus le papier, les gens se communiquent sur le web, ils s'échangent des informations de quantité énorme. On dit qu'il y a plus de 1000 milliards de URL aujourd'hui et le nombre en augmente chaque jour. Et les Japonais aiment beaucoup les blogs. Et les émissions japonaises sur les blogs sont les plus importantes dans le monde. Donc les gens émettent eux-mêmes des informations sur le net. À l'heure actuelle, les informations sur le web ne sont disponibles que sous forme de textes écrits, majoritairement en alphabet latin. Mais je pense que bientôt, les informations vont circuler sous une forme plus naturelle, c'est-à-dire vocale, comme notre symposium, dont les conférences de base seront publiées sur le YouTube. Donc, il y a encore beaucoup de domaines à explorer dans le cyberespace. Et dans l'univers, il y a beaucoup d'informations qui restent non exploitées. Alors, donc, ce sont des démographies des utilisateurs de l'Internet en fonction des pays. Donc, le nombre des usagers de l'Internet par rapport à la population nationale. Donc, il reste encore beaucoup de langues qui ne sont pas utilisées par leur peuple pour l'utilisation de l'Internet. Alors, avec les informations écrites qu'on trouve sur le net, et l'alphabet latin se prête très bien à cet usage, mais je pense que l'usage des informations vocales va se développer maintenant. Et sur le web, sur l'Internet, on peut avoir des informations écrites, également vocales. Ça va promouvoir des échanges dans les langues minoritaires même. Et d'ailleurs, les Chinois aiment beaucoup utiliser des services comme MSN, Skype ou le logiciel QQ. Et on dit qu'on compte actuellement plus de dizaines de millions d'usagers. Et en Chine, le taux de pénétration des autoroutes d'information reste encore à l'inférieur de 10%, mais le jour cet usage pénétrait dans tous les pays, le volume des communications en chinois entre les locuteurs natifs va exploser. Donc, l'usage d'ordinateurs mobiles se développe et le réseau des communications mobiles aussi. Donc, le web renforcera sa fonction de détecteur de nouvelles, susceptible de répercuter instantanément tous les événements. Donc, nous sommes habitués à des échanges, des dialogues entre l'homme et entre un homme et l'autre, mais bientôt, avec le progrès de TIC,
nous allons avoir beaucoup de communication avec la machine. Il faut que les usagers maîtrisent ces machines aussi. Et nous autres enseignants aussi également, nous devons maîtriser la technique. Là, il s'agit des langues minoritaires. On voit de distinctions effectuées à Hong Kong. Et ils en ont fait une base de données. Et justement, au profit des langues mineures. Il y a beaucoup de langues qui sont en voie d'extinction, ou bien même qui ont disparu de la Terre, comme l'Aïnou. Mais nous devons, là encore, participer énergiquement dans les démarches au service des langues minoritaires. À notre université à Waseda, nous organisons des cours à distance pour promouvoir des échanges avec des universités étrangères qui sont indiquées sur cette carte. Et nous organisons également des conférences internationales avec la participation de 6 universités majeures de l'Asie. Et les étudiants participent activement dans ces programmes. Et nous avons un campus au nord de Waseda a promu des échanges avec une université au nord de Kyushu, mais là, il n'y a que des étudiants chinois. Voilà, donc les interlocuteurs des étudiants. Et dans le cadre de la conférence des étudiants asiatiques, il y a des étudiants de toutes les nationalités, mais surtout asiatiques. Et ce garçon, cela fait très longtemps qu'il est au Japon. Il parle même mieux japonais que les étudiants japonais. Et donc, dans n'importe quel établissement, on trouve des étudiants, des Chinois, des natifs, mais qui maîtrisent le japonais parfaitement. Et c'est très simple de trouver des traducteurs, des interprètes dans chaque groupe linguistique. Et nous pouvons recruter aussi des assistants d'enseignants. Voilà, je pense que c'est un phénomène qui est général en Asie en général, et non seulement à l'université de Waseda, à l'université de Keio aussi. La qualité, la compétence plurilingue des étudiants est de plus en plus réelle. Moi, j'appartiens au département de politique et d'économie à Waseda. Et à Waseda, il y a des étudiants qui ont déjà fait plusieurs langues étrangères au lycée, mais nous avons des cours pour les débutants aussi. Et nous avons mis sur place des cours intensifs des langues étrangères au rythme de 4 séances par semaine. C'était une initiative assez ambitieuse pour un département de politique et d'économie. Et pour l'allemand, nous étions obligés de mettre d'autres cours, des cours supplémentaires au dernier moment, parce qu'il y avait beaucoup plus d'inscriptions que prévu. Je pense que les enseignants, quand ils regardent les étudiants, ça nous encourage dans notre métier et il n'y a pas de quoi être trop pessimiste. Chez nous aussi, on commence à parler beaucoup du cadre commun de référence. Et le cadre commun de référence pourrait être
appliquée pour toutes les langues enseignées chez nous. Et je pense que je dois travailler un peu là-dessus aussi. Donc, les étudiants sont de plus en plus sensibles au plurilinguisme. L'année dernière, outre les langues majeures comme le français et l'allemand, nous avons mis sur place des cours de langue mineure, même l'Aïnou. Il y a eu 183 inscriptions. Voilà, toutes les langues. Nous avons toutes les langues asiatiques notamment, mais au Moyen-Orient, des langues occidentales. Voilà, il y a pour chaque langue un nombre d'inscriptions satisfaisant. Et chaque année, cela augmente. À Waseda, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'étudiants, mais je ne crois pas que ce soit un cas spécifique à Waseda. Je pense que les étudiants s'inscrivent aux cours de langue qui leur paraissent bien, quelle que soit la valeur de marché de chaque langue. Voilà toutes les universités avec lesquelles les étudiants de notre université ont eu des échanges. Et le nombre d'échanges aussi est indiqué. Et pour ces échanges, on ne choisit pas la tranche d'heure. À n'importe quelle heure, on peut participer, on peut effectuer des échanges. Donc, les étudiants de Waseda peuvent avoir des échanges à distance avec leurs interlocuteurs qui se trouvent dans tous les coins du monde. Alors, au Japon, les collaborations interculturelles se développent. Nous avons beaucoup de potentiel, mais l'homme ne suffit plus pour assumer tous ces échanges internationaux. Et avec le vieillissement de la population japonaise, on ne peut plus se passer de la machine pour assurer la main-d'œuvre et pour assurer également la productivité. Voilà, il y a des gens qui sont dans une situation démunie en matière de collecte d'informations et il faut la machine pour les aider. Et le robot capable de mener des dialogues avec l'homme ou le système d'une traduction automatique sont en phase industrielle, dit-on. Mais la machine ne fait que ce qu'on lui demande. La machine a une mémoire énorme, mais un robot ne fait que ce qu'on lui demande. Par contre, l'homme a l'imagination et les émotions. Et c'est comme cela que l'homme a exploré le domaine, la sphère littéraire ou artistique. Donc, le robot doit comprendre le processus relatif à l'émotion de l'homme. Les chercheurs en matière de traitement des informations d'ordre émotif ne maîtrisent pas tout ce qui est nécessaire pour la communication entre le robot et l'homme.
Voilà, maintenant, comment les informations sont traitées? Alors, il y a la technologie de la synthèse vocale qui se développe. On fait entrer des informations sous forme de texte et il y a une voix synthétique qui sort. C'est le dessin qui est à gauche. C'est ce que indique le dessin qui est à gauche. J'ai un petit problème technique. Je ne peux pas reproduire la voix synthétique. Là, ce logiciel est utilisé non seulement au Japon, mais en Chine aussi. On peut avoir une voix synthétique qui n'a rien à envier à la voix naturelle de l'homme. Voilà donc le programme qui utilise la technologie de la synthèse vocale. Et moi aussi, j'utilise ce genre de technique pour l'entraînement de l'écoute. C'est encore expérimental, mais je commence à utiliser. Voilà le résultat. Le score obtenu par l'usage de la voix synthétique qui s'avère plus efficace que l'enseignement fait d'une manière traditionnelle, c'est-à-dire avec les professeurs. Et pour le chinois, il y a ce qu'on appelle un langage intermédiaire comme le pinyin, qu'on appelle pinyin, ou l'arbre syntaxique. Dans le programme dont je vous ai parlé, il y a une fonction de se référer à la langue intermédiaire. Mais les étudiants ne cherchent pas à des informations de la langue intermédiaire. Ils font passer la voix synthétique inlassablement. Donc, ils peuvent utiliser le langage intermédiaire comme pinyin pour améliorer leur compréhension de l'écoute. Voilà toutes les technologies que nous utilisons pour rendre l'enseignement plus efficace. Voilà, il y a des processus qui sont cachés dans la boîte noire aussi. Ce qui est important, c'est de susciter la curiosité des étudiants quand on utilise la technologie de ce genre de technologie, il faut susciter la curiosité des étudiants et la prise de conscience de dignité de l'homme. Alors, nous sommes en train de construire un corpus des documents concernant la mauvaise communication. Voilà, nous utilisons des données et qui sont cumulées dans le cadre des échanges entre les étudiants. Et là, il y a un environnement d'annotation. Et nous sommes en train de développer un logiciel capable de montrer aux apprenants des différentes données sur la communication
il y a ce qu'on appelle des fillers, des termes qu'on utilise pour combler le vide de conversation, etc. Donc, les élocutions sont analysées avec ce logiciel. Quand on voit des fillers, nous avons fait une expérience avec un étudiant chinois et un étudiant japonais de notre université. L'étudiant chinois, il utilise beaucoup de fillers vocales et ça rend son japonais très difficile à comprendre. Par contre, le locuteur natif, donc un étudiant de Waseda, il utilise des fillers lexicaux. Donc, là, nous arrive à visualiser maintenant les conversations entre un locuteur natif et non natif. Locuteur non natif prennent beaucoup de pauses, tandis qu'un locuteur natif, lui, il s'arrête moins souvent. Il s'arrête régulièrement, mais moins souvent, donc il garde un débit posé. Alors, au lieu de faire des pauses, le locuteur natif emploie des termes de réponse. Les termes de réponse servent les termes de réponse remplacent les vides dans les conversations. Et on s'aperçoit que tous les deux, ils sont beaucoup d'efforts pour se comprendre. Il y a une attitude consensuelle pour se comprendre. Et le natif, face à un non-natif, semble privilégier l'efficacité communicative au détriment de la régularité du texte. C'est le résultat qui ressort d'une expérience que nous avons effectuée tandis qu'il n'y a pas de démarche consensuelle entre deux natifs. Donc, cela fait 10 ans que je fais des analyses, des conversations que j'avais recueillies dans les conversations entre les étudiants. Et je pense que nous avons beaucoup de travail à faire aussi. Et les étudiants, maintenant, ils peuvent voir leur communication parce qu'il y a des matériels qui permettent de visualiser des communications. Je vous remercie beaucoup.